7 est l'émission que vous connaissez, qui de plus en plus fait la polémique, mais suscite la polémique et les échanges, parce que c'est ce qu'on appelle un peu la culture de la discussion. Et nous produisons du contenu pour qu'il y ait une culture de la discussion parmi les peuples. Et votre émission est donc les grands débats, pardon, le grand procès. Et le grand procès est là pour vous. Il est là pour que nous ne soyons pas ce que la Boétie appelait des esclaves. Parce que nous sommes vivants, parce que nous sommes des personnes vivantes. Et aujourd'hui, avant même de commencer le thème que je vais aborder, je voudrais que le peuple du Congo, la RDC, soit salué. Je voudrais que ce pays qui est tant convoité dans le monde entier garde son intégrité. Au début de l'année 2000, le New York Times parlait de guerre mondiale africaine en évoquant le conflit en République démocratique du Congo. 6 pays avaient alors leurs armées au sein du pays qui était dirigé par Laurent Désiré Kabila, chacun jouant sa partition au prétexte de l'intérêt national ou du panafricanisme. Un quart de siècle plus tard, la guerre du Congo, ou plus sûrement la guerre au Congo, qui ne s'est jamais éteinte, redevient chaude avec la prise de Goma par un M23 derrière lequel l'ombre de l'armée rwandaise est de plus en plus évidente, comme l'a expliqué aux médias Bienvenu Matumo, politiste et militant pour les droits humains au sein de la Lucha. Pendant ce temps, Kinshasa, la capitale, s'échauffe et des manifestants s'en prennent à certains intérêts étrangers, notamment à l'ambassade de France. Et la bataille de communication a repris entre les pouvoirs de Kinshasa et de Kigali, comme par le passé et comme ses prédécesseurs, Félix Tshisekedi pointe du doigt le Rwanda. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. De son côté, Paul Kagame ne se contente pas d'invectiver son homologue congolais, il s'en prend à Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, ce dernier ayant demandé aux troupes de son pays de quitter Goma. Last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the president of South Africa who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda or the M23 are not Rwandans, please. Et je le demande à Dieu. Et je voudrais particulièrement saluer les habitants de Goma. J'ai des amis là-bas. Plus que des amis, c'est devenu des frères. Et particulièrement la famille Boulangalire. Boulangalire est un petit frère avec qui j'ai fait la théologie. Et on a des liens qui sont devenus pratiquement des liens de famille, qui sont des relations qui sont devenues des relations de famille. Et je les salue et je prie vraiment que le Seigneur les protège. J'ai aussi un confrère, Narcisse, qui est avocat là-bas. Et
j'espère vraiment que, à la grâce de Dieu, j'ai tenté de les téléphoner les uns et les autres, je ne les ai pas eus. Parce que le grand procès, ce n'est pas seulement des débats intellectuels, mais c'est aussi faire la politique avec le cœur. Réfléchissons en profondeur. Allons plus loin pour nous demander d'où vient le mal congolais. Je crois que le mal congolais vient du pouvoir, le partage du pouvoir et la manière dont le pouvoir est transmis. Vous le savez très bien et que Loulou et Massamba Deba avaient des liens, et c'est Loulou qui a appelé Massamba Deba au pouvoir. Mais Massamba Deba a cherché et a trouvé les moyens de renverser Loulou. Vous le savez, peut-être que vous le savez moins, qu'en 1964, c'est Massamba Deba qui avait envoyé Sassou Nguesso en Russie et dans des formations assez spéciales et dans lesquelles on trouve, je dirais, les tueurs. Il est allé apprendre les techniques de poison, comment tuer on appelle ça, les opposants. Et quand il est revenu, vous le savez peut-être moins, que la première victime a été Ibaliko, qui est un Téké, un des premiers Téké qui s'est engagé en politique. Et ils ont tout fait pour qu'il soit mort. Et Sassou Nguesso, qui avait été envoyé dans cette formation, que fera-t-il? Eh bien, c'est lui qui va tuer Massamba Deba. Le jeune officier parachutiste, cofondateur en 1969 du Parti congolais du travail marxiste-léniniste, participe au renversement de plusieurs chefs d'État. Alphonse Massamba Deba, Joachim Yombi Opango. Et le corps, jusqu'à présent, on le sait, n'a pas été rendu à la famille. Marien Ngouabi a voulu faire un deal avec Massamba Deba pour essayer de mettre fin aux embarras qu'il avait. Massamba Deba prenant les choses en main sur le plan économique et politique, parce qu'on le veuille ou non, au temps de Massamba Deba, nous avons eu une croissance à 2 chiffres. Donc, M. Massamba Deba était sobre. Et Massamba Deba ne tapait pas dans la caisse de l'État et il ne la confondait pas avec sa poche. Donc, de ce côté-là, Marien Ngouabi a voulu faire un deal qui gênait beaucoup de gens et c'est en ce moment-là qu'il a signé son arrêt de mort. Quel était le deal, M. Dalla? Le deal qu'il voulait faire. Oui. Mais donner à Massamba Deba la possibilité de gérer les affaires de l'État et lui garantissant la sécurité avec l'armée. Donc, on a là, c'est un pouvoir qui va en s'amendant, en progressant, mais c'est un pouvoir qui ruine les uns puis les autres. Ça signifie que les gens qui ont été mis au pouvoir, ou qui se sont emparés du pouvoir, ne sont pas, comme on dit, des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. Je sais que je suis sur un terrain politique, mais j'utilise à dessein ces termes-là. Et le peuple, chez nous, n'a pas, ou on ne lui a pas laissé l'occasion de chercher des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. Et parce qu'on n'a pas fait cela, mais du coup, les hommes et les femmes se sont succédés au pouvoir, j'ai envie de dire, selon la volonté du diable. C'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir pour que le pays progresse,
mais c'est un pouvoir pour que ceux qui ont facilité ceux qui viennent, soient détruits. Et cela a entraîné un climat de vengeance. C'est un pouvoir qui est pour assouvir violemment les rancunes, les vengeances, les besoins de rancune, pardon, les rancunes et aussi surtout les besoins de vengeance des uns par rapport aux autres. Et cela, on a eu tendance à le développer et à le donner au peuple comme étant leur seule façon de penser le pouvoir. C'est cela qui a créé un pouvoir tribalisé, alors que j'avais dit, je vous l'ai dit encore, que j'aime le tribalisme. C'est-à-dire que les gens qui défendent vraiment leur tribu et qui peuvent travailler avec les autres tribus. Donc, c'est des éléments qui sont importants à noter et à relever. Parce que le jour où les Congolais vont exiger un homme selon le cœur de Dieu, le Congo changera. Parce que les gens ne seront pas là pour leurs propres intérêts, ils ne seront pas là pour préserver leurs intérêts, ils ne seront pas là pour que, comme le prépare, je crois, sous cap Sassou maintenant, on veut créer un vice, je crois que c'est un vice-président au Congo, de telle façon, on le sent bien, pour que, une fois que Sassou est renversé, ou Sassou, particulièrement puisqu'il va à sa mort, ce n'est pas seulement les vieux qui meurent, mais il y a beaucoup de chances quand même que ceux qui sont vieux meurent plus vite que ceux qui nous suivent, ceux qui sont jeunes. C'est ainsi d'ailleurs que l'ordre devait se faire. Et donc, on a un pouvoir qui est toujours, c'est pas compliqué, mais c'est un pouvoir qui cherche toujours à garder le pouvoir. Un pouvoir qui cherche à garder le pouvoir. Parce que ce pouvoir, une fois qu'il est gardé, il nous apporte de la richesse, il apporte du pouvoir, il apporte la sécurité. Mais en réalité, quand on regarde bien, depuis les indépendances, et particulièrement depuis le régime de Sassou, le Congo est vraiment devenu carrément une poubelle de l'histoire. Le Congo ne progresse pas. Le Congo, à la limite, et même pas que le Congo fasse honte, mais simplement le Congo est devenu un lieu de terreur pour son peuple. Et le Congo est devenu une terre très sale.
manière. Il n'y a pas de véritable innovation, il n'y a pas de véritable travail, il n'y a pas de sécurité pour les individus, il n'y a pas de progrès pour la jeunesse, comme nous l'avons dit la dernière fois. On veut tuer le colonna alors qu'on dit que la peine de mort est interdite au Congo. Et cette jeunesse, au lieu de lui donner les moyens de s'épanouir autrement que dans la rue et tuer les gens ou arracher les sacs, cette jeunesse qui est en fait constituée des adultes de demain, cette jeunesse est toujours en danger. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Ornano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'était empressée devant le portail. Et puis les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Le pays sans jeunesse ne peut pas progresser. Quand on regarde la place de la femme est devenue plus un instrument qu'en réalité un instrument sexuel. Mais ce n'est pas l'aide que Dieu avait créée. Pour 2500, peut-être $3000, des jeunes filles quinoises mineures, 16 à 17 ans, se font prendre à Brazzaville. La DGM qui suivait leurs traces depuis un temps vient de mettre la main sur quelques-unes au moment où elles s'apprêtaient à se rendre à Brazzaville. Suivez les faits. Insoutenables ces révélations des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de $2500-$3000, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongovila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea, nakoki kotia en contact na DJ garçon moboy à sala makabu, trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui, il voulait qu'il y ait des petites filles. Mais moi, je voulais aller avec elle. Et lui, il a dit on ne me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de $3000. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sex business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Mwanza Habiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brazzavilloise qui en tire le plus gros profit. Selon DJ Mwanza, il doit avoir 50% des 2500. Naomi a dit que non, ça ne peut pas se faire. Comment il va te donner 50%?
Même à l'église, on donne à Dieu 10%. C'est ce qu'elle avait dit. Il a dit non, ou sinon je vais péter les plans, ou sinon je vais commencer à crier. Je ne sais pas moi s'il a déjà eu des problèmes avec des filles là-bas seulement pour question d'argent. Il nous avait même déjà informé que nga côté mbongo na silikaka. Naïveté d'enfance, mauvaise éducation, situation socio-économique déplorable, des questionnements écœurants. L'une des gamines soutient par ailleurs utiliser ses fonds afin de soigner sa mère malade et payer sa scolarité. Ainsi donc, ce fameux DJ, pas de la musique, est plutôt un spécialiste du proxénétisme et incitation de mineurs à la débauche. Avec son complice pour la traversée, Tati Mboko, chef d'agence SCTP, ex-Onatrao Beach, ils n'en sont pas à leur premier forfait. Et donc, nous sommes dans un pays qui doit changer de paradigme. La politique doit être faite selon le cœur de Dieu. On y a mis beaucoup de franc-maçonnerie, la rose-croix, toutes ces choses-là, mais on n'a pas interrogé qu'est-ce qui pourrait donner l'âme au Congo? Qu'est-ce qui ferait que nous ayons la fierté d'être congolais? Qu'est-ce qui ferait que le Congo soit respecté internationalement? Qu'est-ce qui ferait que un enfant, quand il naît au Congo, je dirais pratiquement, c'est une grâce pour lui, parce qu'il recevra tous les traitements, il recevra tout ce qui est nécessaire pour que ses parents l'élèvent de la bonne manière, mais également pour que cet enfant puisse avoir un avenir. Le Congo est conduit de ruine en ruine. Le Congo, à l'étranger, est un pays d'intrigue. Mais plus que l'intrigue, il entre dans les volontés de tuer d'autres peuples. Vous le savez qu'il y a de plus en plus d'études qui mettent en cause Sassou par rapport à la mort de Kadhafi. Vous le savez que le Congo est mis en cause, et Sassou toujours, par rapport à l'affaire du DC-10. 30 ans après le tragique attentat du vol DC-10 de l'UTA, le Congo se souvient encore de ses 91 fils disparus lors de ce crash. En présence des délégués de plusieurs familles des victimes, une cérémonie de requiem s'est déroulée ce 19 septembre à la stèle érigée en mémoire de ces victimes à Brazzaville. Au nom du gouvernement, le ministre des Transports, Fidèle Dimou, a déposé une gerbe de fleurs pour compatir aux côtés des parents des victimes et aussi saluer la mémoire de ses compatriotes disparus. Cette cérémonie constitue pour le gouvernement un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour des êtres chers que nous avons perdus il y a exactement 30 ans. Donc on dirait que 30 ans c'est beaucoup, mais pour ceux qui ont perdu des êtres chers, c'est comme si c'était hier. Et donc nous avons le devoir de nous rappeler que nous avons perdu des êtres chers et nous devons toujours nous souvenir d'eux. Des êtres chers que 30 ans plus tard, l'émotion reste toujours vive dans le cœur de ses parents. Pour nous, ça représente quelque chose de très très fort. D'autant plus que, vous savez, chez nous ici, nous célébrons cet événement devant le monument des morts. Et vous voyez la cérémonie qui est faite de celui qui parle parmi la force publique qui est là, ils disent aux morts. Donc, c'est réellement pour les victimes du terrorisme international. Et cette cérémonie, c'est une cérémonie sobre, mais je suis beaucoup plus touché. Ça fait 30 ans qu'on a perdu les nôtres. Le cœur continue de saigner. Le cœur saigne, l'âme des victimes ne se repose pas en paix. Et c'est une tristesse. Depuis 13 ans, 30 ans plus tôt, il n'y a pas eu jugement. Il y a eu jugement plus tôt, mais il n'y a pas eu justice. Voilà la tristesse.
Pour rappel, le vol DC-10 de la compagnie aérienne française qui reliait Brazzaville à Paris via N'Djamena avait explosé en plein vol au-dessus du désert du Ténéré au Niger. Aucun de ces 171 passagers et membres d'équipage n'avait survécu à cette catastrophe. Le Congo n'est pas un partenaire pour les peuples. Ce qui se passe maintenant à Kinshasa nous interroge. Parmi les ambassades qui ont été menacées, dont une partie portail ou peut-être même bureau ont été brûlés, et il y a l'ambassade du Congo. Est-ce que cela est imaginable? Est-ce qu'il est imaginable que le Congo, particulièrement Kinshasa, qui est peut-être la capitale au monde la plus rapprochée d'une autre capitale, qui en l'occurrence Maboula, Brazzaville, et où il y a une interaction même des peuples. Il y a ce qu'on appelle les Quinois qui ont épousé les Brazzavillois. Il y a des Brazzavilloises qui ont épousé des Quinois. Et il y a un entrelac si incroyable entre nous qu'en fait, beaucoup d'entre nous, nous avons une famille ou à Kinshasa ou à Brazzaville. Donc, il est impensable, il est vraiment impensable que nous puissions imaginer une seconde que nous devenions les ennemis de Kinshasa. Au contraire, c'est le même peuple et on devait être les amis, les plus grands amis du monde. Or, brûler une ambassade n'est pas anodin. Brûler l'ambassade du Congo, c'est pratiquement une déclaration de guerre. Et cet acte pour l'homologène, on ne peut pas le passer sous silence. On ne peut pas dire ce n'est rien. On ne peut pas le banaliser. On est obligé de s'interroger. Que devient le Congo? Et cette interrogation, pour nous, elle est importante. Parce que les gens qui sont à la tête du Congo, Congo dit Brazzaville, ce ne sont pas les têtes, les gens qui sont selon le cœur de Dieu. C'est des gens qui fonctionnent avec des intrigues incroyables. Et plus nous avançons, plus leurs intrigues se font voir. Le peuple du Congo démocratique, c'est plus qu'un soupçon. C'est bien que le pouvoir congolais est devenu une main armée par Kagame. Et que Kagame, qui veut détruire leur pays, qui soutient le M23, Kagame est aussi celui qui est porteur de la main cachée qui commet des malheurs et des malheurs au Congo. Rappelez-vous, nous avons parlé de la loi cadre. Rappelez-vous tous les actes qui ont été signés, particulièrement la loi cadre qui a été signée
par celui qui voudrait ou que l'on voudrait mettre à la tête du Congo après Sassou. Quel malheur ces actes-là causent. Derrière ces actes, il y a l'implantation des camps militaires, où il y a, soi-disant, des civils, en réalité, c'est des camps d'entraînement des armées de Kagame et Sassou. Rappelez-vous les ventes des terres. Et jusqu'à présent, ce problème n'a pas été dénoué. Les gens veulent se cacher, jouer la politique l'autruche, alors qu'en réalité, nous avons là des bombes qui sont suspendues sur la vie des générations futures. Le Congo, qui n'appartient plus au Congo, a été vendu au Rwanda. Rien ni personne n'a démontré jusqu'à présent que cela est faux, puisque cela est vrai. Et ceux qui ont vendu ces terres se pavanent tranquillement. Ceux-là, ils ont dans leur cœur leurs propres intérêts. C'est les mêmes qui ont pratiqué le génocide que j'ai appelé le génocide Elari. C'est les mêmes qui ont voulu et qui continuent à penser, à pratiquer la politique de la terre brûlée, avec pour adage de consolation. Après nous le déluge. Ces hommes, commencé par Kagame lui-même, jusqu'à ces fameux nilotiques qui cherchent des terres, et qui ont arraché nos terres, ce sont les mêmes hommes et les mêmes pouvoirs qui cherchent ou qui participent à la division du Congo démocratique. Je comprends que ces gens-là, ayant fait tant de mal à la République démocratique, à notre peuple du Congo démocratique, ils aient causé la colère du peuple, qui font que pour ces gens, pour nos frères du Congo démocratique, quand ils sont en colère, le Congo est toujours mis sur la mire, sur le point de connexion avec les ennemis du peuple, et je dirais les ennemis des peuples. Le Congo est un danger, tout au moins ceux qui exercent le pouvoir au Congo sont un danger pour le Congo, mais sont un danger pour l'étranger. Ils sont un danger pour les étrangers et au point où, d'un moment à un autre, d'une situation à une autre, d'une génération à une autre, les Congolais vont apparaître comme étant des gens dangereux dans le monde. Même pour ceux qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais été ailleurs. Parce que simplement, ils n'ont pas à leur tête des hommes et des femmes selon même leur propre cœur et selon le cœur de Dieu.
Quand on regarde simplement le projet, plus que le projet, les élections qui sont prévues en 2026, et je crois qu'ils vont repousser ces élections. Quand on regarde cela, on se dit enfin une occasion pour que le Congo exprime son propre cœur, pour que les Congolais puissent dire « Moi, j'ai choisi telle personne ». Et quand on regarde même les élections auxquelles j'avais participé, m'empêcher, malgré de l'argent que j'avais laissé dans ce pays, m'empêcher d'aller jusqu'au bout, parce que Sassou avait peur. Quand je connais comment ça fonctionne, la liste déposée au Conseil constitutionnel, où j'avais envoyé un huissier pour pouvoir attester de ma candidature, et l'huissier a été menacé même de radiation par Bouka et par toutes ces personnes-là, s'il recommençait à venir déposer ma candidature. Donc, quand tu regardes les choses comme cela, ce que j'ai dit, ce ne sont jamais, je n'avance pas les choses uniquement comme cela. C'est des situations que j'ai vécues personnellement. Et je me rappelle quand c'était en 96, je crois, et puis en tout cas, j'étais allé au Congo. On m'avait même bloqué mon passeport à l'époque, j'avais le passeport congolais. On avait bloqué mon passeport. Il a fallu que vraiment je crie fort, que je crie avec autorité pour qu'ils aient peur, pour me rendre. 2 fois, ils m'ont bloqué mon passeport. Donc, on ne peut pas, dans un pays pareil où les résultats sont proclamés nuitamment, où les urnes n'ont jamais été ouvertes, et on déclare un pourcentage de réussite de Sassou, tout cela dit qu'au Congo, à part le crime politique ou le crime économique ou le crime humain, il n'y a pas de vie politique. Donc, il ne peut pas y avoir des hommes et des femmes élus dans le cœur du peuple. Cette notion d'hommes et de femmes élus selon le cœur du peuple est une notion importante. Et c'est une notion même qu'il faudrait transcrire dans les constitutions futures. C'est-à-dire qu'il faudrait que les élections égalent la mise au pouvoir des hommes et des femmes selon le cœur du peuple. Et le peuple aimant Dieu, ce sera des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et c'est sous cette condition, uniquement sous cette condition, que le Congo changera, que le pouvoir va circuler en le laissant toujours entre les mains du peuple, que le Congo trouvera des éléments, des humains, des hommes et des femmes qui travailleront pour que les richesses du Congo reviennent au Congo. Pour que des hommes et des femmes, je vois le cas de Soumona, puisque je travaille là-bas pour reconstruire ce village, pour que ça devienne une ville, mais pour que des gens comme ceux de Soumona ne vivent pas 10 ans sous les tentes,
tout cela ne fait pas la fierté d'un peuple. Et quand on regarde très bien, quand on se dit que le Congo nouveau doit exister, mais ce Congo nouveau, pour qu'il existe, il faut que l'ancien soit détruit. Et il faut que nous ayons pour objectif de détruire maintenant l'ancien Congo. Et détruire l'ancien Congo est une solution, une question de principe. Plus que le principe, c'est même une condition sine qua non pour l'émergence d'un nouveau Congo. Un Congo qui sera que le pouvoir n'est pas le... Je dirais, on ne peut pas vivre pour le pouvoir. On ne peut pas penser que... je ne sais pas qui c'est qui disait, c'est Sarkozy sans doute, qui disait que jour et nuit, même quand je me rase, je pense au pouvoir. Non, quand on vit, on ne vit pas pour le pouvoir. On est déjà un pouvoir. Et ce pouvoir nous est donné par Dieu. Et quand on a conscience de cela, alors on travaille pour que le pouvoir de Dieu se manifeste dans le pays, dans la vie du pays. Et pour que ce pouvoir de Dieu se manifeste dans la vie du pays, il faut les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Et je voudrais que cette notion, nous la méditons ensemble. Je suis dans cette période où nous allons, souvent, moi je vous ai dit la dernière fois qu'on me sollicite, on veut que je puisse faire partie de l'équipe qui va cohabiter avec Sassou. J'ai dit jamais, jamais ce genre. Jamais, jamais. Ne m'appelez pas, ne m'appelez plus pour cela, puisque les gens semblent ne pas comprendre. Moi, s'il plaît à Dieu que j'exerce le pouvoir au Congo, ce sera contre Sassou et jamais Sassou et son système, bien entendu, et jamais pour travailler avec Sassou. C'est-à-dire devenir complice des crimes que mon peuple subit. Jamais. Donc, c'est vraiment une invitation. Aujourd'hui, c'est cette invitation que j'ai à cœur de transmettre. Essayons de combattre ce pouvoir de façon unie. Essayons de faire en sorte qu'après émerge un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Comment le reconnaîtrions-nous? Mais c'est parce que le peuple aura choisi cet homme-là ou cette femme, et que cet homme ou cette femme travaillera pour le bien commun. Il ne va pas utiliser les richesses du Congo pour s'enrichir ou enrichir sa famille. Il aura le droit, et au contraire même, il faut qu'il soit payé en fonction de son travail. Mais il doit d'abord être celui qui met l'intérêt commun au-dessus de ses propres intérêts. Et cela n'est pas une chose impossible. Avoir cette exigence, ce but à atteindre n'est pas également une chose possible. Au contraire, ce sera un défi. Il faudrait que nous puissions travailler à cela. Et quand nous y travaillerons, notre Congo sera respecté l'étranger. Nos voisins, nos frères ne vont plus brûler notre ambassade, comme ils ont brûlé l'ambassade de France. Et ce ne sera plus cette réputation que nous aurons d'entrer dans les magouilles criminelles les plus graves du continent. Ce que les gens n'ont pas noté. Vous savez qu'en Guinée-Bissau, avant que le pouvoir soit destitué, qui est sur place, c'est Sassou qui avait été envoyé là-bas comme un émissaire. En réalité, c'était pour préparer
le renversement de ce pouvoir. Et il y a quelque chose qui est l'exploitation de la criminalité congolaise à l'étranger. Et cela est vraiment intolérable. Et donc, nous devons tout faire. Nous devons travailler à partir de maintenant pour que Sassou ne soit plus l'homme qui va représenter les intérêts du Congo à l'étranger, quel que soit le lieu. Nous devons tout faire pour que le Congo redevienne une terre de paix, une terre où des hommes qui sont menacés à l'étranger vont venir, des hommes et des femmes vont venir se cacher au Congo. Le Congo est une terre de paix et non pas une terre de guerre. Le Congo n'est pas une terre de mercenaires comme le Rwanda voudrait le faire, mais une terre de vie, une terre sacrée. Le Congo n'est pas un lieu d'intrigue pour renverser les pouvoirs à l'étranger. Le Congo est une nation confiante qui doit soutenir le développement de toute l'Afrique. Cela est un objectif. Cela est un programme politique que tout un peuple peut et doit adopter pour que nous retrouvons nos lettres de noblesse, pour qu'à travers le monde, quand le Congolais passe, on le dise, il y a un homme ou une femme qui vient de passer. Il n'est pas le cas actuellement. Que celui ou celle qui peut dire que le Congo est respecté à l'étranger lève le doigt. Et je ne crois pas que cela soit possible. Parce que même ceux qui volent de l'argent au Congo, ils se cachent à travers le monde. Il y en a qui sont devenus ou redevenus des Béninois. Il y en a qui vont se cacher au Maroc. Il y en a ainsi de suite. Parce que simplement, ils ne sont pas fiers. Pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi les Ndéngué ne restent pas au Congo? Pourquoi ne restent-ils pas au Congo après avoir vécu, occupé des grands postes au Congo? Où vont-ils se cacher? Je sais qu'il a une propriété ici en France. Et pourquoi il n'est pas venu en France? Parce qu'il sait que, comme il s'est retrouvé une fois à la santé, il risque de s'y retrouver encore. Donc, le pouvoir mal géré crée l'insécurité même pour ceux qui l'ont géré. Le pouvoir du Congo ayant été criminalisé parce qu'on choisit le beau-frère, c'est le cas du Goulou. Il aurait peut-être choisi quelqu'un de plus neutre, mais très intelligent et très intègre. Peut-être qu'il n'aurait pas eu la fin, malheureuse aussi, qu'on lui a donnée. Et le pouvoir est vraiment une chose importante. Le pouvoir est un don de Dieu. Parce que quand nous faisons de notre Père, nous disons, à toi appartient le règne, c'est le pouvoir, le règne, la puissance et la gloire. Alors pour que le règne de Dieu vienne, il faut donc qu'on ait des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, selon le cœur de son peuple, de notre peuple. Et c'est l'objectif qu'il faut poursuivre maintenant. C'est ça à quoi j'appelle les Congolaises et les Congolais de choisir et de prier, de travailler pour que l'homme, selon leur propre cœur, ou la femme, selon leur propre cœur, accède au pouvoir au Congo. Alors, la vie du Congo va changer. Alors, il n'y aura plus de vente de terre. Alors, il n'y aura plus
de présidents impliqués dans la mort d'un Muammar Kadhafi, les présidents impliqués dans la destitution du pouvoir de Guinée-Bissau, et ainsi de suite, cela n'existera. Parce que nous sommes un peuple fier, un peuple intelligent, et peut-être parmi les peuples les plus intelligents d'Afrique. Et nous avons un continent riche. Nous avons une terre riche. Ce qui a été volé du Congo n'est rien par rapport à ce qui reste au Congo. Et donc, travaillons fortement à réarmer notre morale, à réarmer notre conscience politique, à comprendre que pour être parmi les meilleurs d'Afrique, il nous faut entrer dans la vie du pouvoir et y faire régner la vie de Dieu. Il nous faut donc des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, et il nous faut aussi des hommes et des femmes au pouvoir, mais selon le cœur du peuple. Tant qu'on n'aura pas cela comme objectif, tant qu'on ne se battra pas pour cela, tant que nous ne serons pas fiers de ce que nous sommes nous-mêmes, nous allons laisser la place à des imbéciles, à des tueurs, à des criminels, à des voleurs. Comme Loulou l'avait prédit. Ils ne viennent pas pour vous, ils viennent pour eux-mêmes. Ils viennent pour voler. Alors, quand Loulou est parti, on a dit Loulou a tout volé. Il n'a rien volé, Loulou. Mais ça soit on dirait qu'il a tout volé. Et comme tout voleur, sa place est en prison. Bon courage. Oui,